Merci de rester à notre compagnie. C'est la seconde partie de New World Forum. Le Centrafrique à la croisée des chemins, c'est ce dont nous parlons cette semaine avec au plateau l'ancien Premier ministre centrafricain, Martin Ziguélé. Il est le président du mouvement de libération du peuple centrafricain MLPC. Monsieur le Président, merci de rester à notre compagnie. C'est moi qui vous remercie de me garder jusque-là. Et pour cette seconde partie, nous sommes rejoints finalement donc par Philippe Simon en duplex de Paris. Il est avec nous. Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Alors Philippe Simon, vous êtes le responsable d'Investir au pays, une structure que vous avez créée pour inciter la diaspora à investir de plus en plus sur le continent, alors qu'il se dit que l'Afrique est un continent pas très sûr pour les investissements, parce qu'il y a trop de guerres, il y a l'avancée du djihadisme, le climat d'affaires n'est pas propice. Pourquoi vous avez fait ce choix ? Alors, je pense que tout dépend de qui on écoute et de comment on analyse, bien évidemment, ce genre de description-là. Quand on regarde l'histoire des États-Unis et que l'on recule il y a de cela 200 ans à peu près, on va se rendre compte que la plupart des problèmes qu'on a en Afrique aujourd'hui étaient les mêmes qu'on avait aux États-Unis. Quand vous lisez les biographies des personnes qui ont fait fortune aux États-Unis à cette époque-là, vous voyez bien que l'écosystème qu'ils décrivent dans leurs livres est... Donc en fait, ce qu'on vit aujourd'hui, même en Europe, quand on regarde d'où ils viennent, il y avait un environnement qui n'était pas structuré, dans lequel il y avait des problèmes politiques, dans lequel il y avait de la corruption. Toutes ces choses-là ont toujours fait partie de ces nations à leur départ. Et puis l'autre chose qui est quand même intéressante avec l'Afrique, c'est que on a un discours qui est alarmiste vis-à-vis de l'Afrique, et pourtant je constate que tout le monde vient investir en Afrique. Malgré tout ce qu'on dit, les Chinois sont de plus en plus nombreux, les Indiens sont là. Aujourd'hui, on a même des Russes qui commencent à arriver, on a les Européens qui sont là, les Occidentaux. Donc bref, moi j'ai fini par me demander à qui était destiné ce message, vu que tout le monde vient investir en Afrique. Et indépendamment de ce discours, j'ai conclu que ce que l'on veut décourager finalement, c'est la diaspora. C'est à la diaspora qu'on tient ce genre de message pour qu'elle ne revienne pas. Alors que chaque fois quand on revient en Afrique, du Sénégal, en Côte d'Ivoire, en passant par le Cameroun, on a plein d'expatriés occidentaux et de partout ailleurs qui viennent investir chez nous. Donc je me suis dit qu'il était plus qu'urgent que les Africains ne délèguent pas leur développement à d'autres personnes. Parce que moi je suis convaincu que l'Afrique va se développer. La vraie question c'est qui va contribuer à son développement. Est-ce que ça va être des étrangers? Et donc du coup les Africains deviendront eux-mêmes étrangers chez eux? Ou alors les Africains vont faire partie de la base de développement, ce que l'on souhaite tous. Et donc c'est de là qu'est née l'initiative Investir au pays pour pousser la diaspora à rentrer investir en Afrique parce qu'elle a toute sa place et toute sa légitimité à le faire sur ce continent. Et très rapidement, à travers les expériences que vous avez déjà eues, est-ce qu'il y a eu du succès dans les investissements que vous avez portés? Alors moi-même, je suis entrepreneur depuis déjà quelques années, donc j'ai une chaîne YouTube dans laquelle je montre les investissements que je fais, que ce soit en Afrique centrale, au Cameroun ou même en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Je montre par l'exemple que c'est possible. Ce n'est pas facile, mais c'est possible et ça vaut la peine. Et j'accompagne aussi beaucoup d'entrepreneurs qui, tout comme moi, ont des résultats. Alors est-ce que ça veut dire que on se lève un matin et on réussit? Non, mais de toutes les façons, comme je dis toujours, on se lance dans un combat, dans une aventure parce qu'on croit que le résultat au final vaut la peine. Et aujourd'hui, je suis bien heureux de voir qu'on est de plus en plus nombreux à quitter les États-Unis, à quitter le Canada, à quitter la France, l'Angleterre pour rentrer littéralement investir notre épargne en Afrique. Et ça, c'est juste formidable quand on sait que la diaspora africaine possède une liquidité énormissime dont nos pays, malheureusement, ne bénéficient pas. Et aujourd'hui, on est encore à des niveaux où individuellement, des gens comme moi font des choses. Mais il est clair qu'on aura besoin que les politiques s'en mêlent pour créer des cadres et des incitations claires pour que la diaspora arrête de laisser son argent traîner dans des comptes en banque en Occident, mais qu'elle revienne l'implanter dans l'économie réelle, dans de véritables projets. Donc oui, on a des gens aujourd'hui qu'on accompagne. J'ai l'exemple d'un jeune homme qu'on a accompagné des États-Unis qui est maintenant comment j'appelle ça, en Côte d'Ivoire, qui est venu pour faire dans l'hôtellerie. On a commencé il y a 2 ans, il avait un hôtel. Je suis reparti le voir la semaine dernière et il en est à son 3e hôtel, il vient d'acheter le 4e. Donc voilà, on est en train de travailler et de faire cette petite révolution silencieuse qui veut que on accumule des succès comme ça sur le continent et on montre surtout aux autres que c'est possible de faire de l'argent sur le continent. Aujourd'hui, je suis harcelé de messages chaque jour de personnes qui
veulent venir investir au Togo, au Bénin, au Sénégal, un peu partout en Afrique, parce qu'au final, la diaspora est confrontée à la même chose. On est à l'étranger, on gagne de l'argent, mais vu qu'on ne se voit pas vieillir là, on ne veut pas investir dans ces pays-là. Et on veut investir au pays, mais effectivement, comme on entend à la télé en longueur de journée que l'Afrique c'est le continent des dictateurs, c'est le continent des, comment j'appelle ça, des maladies, c'est les continents de la mort, ainsi de suite. Les gens ont peur simplement de rentrer chez eux. Et vous savez, c'est comme tout, hein, toute histoire, tout événement a deux histoires. On peut vous raconter l'histoire qui vous fait peur et ne jamais vous parler de l'autre histoire, des personnes qui construisent et qui bâtissent nos pays. Venons-en donc à la pénétration russe sur le continent africain. Est-ce que c'est une menace ou une opportunité selon vous? On les voit en Centrafrique, au Mali et peut-être dans d'autres pays. Est-ce que c'est à prendre ou à laisser selon vous, Philippe Simon? C'est comme tout, ça dépend de pour qui. Si on dit que la présence russe en Afrique perçue par l'Occident, c'est clairement... Faut le dire très clairement. Les intérêts occidentaux sont menacés par l'arrivée d'une nouvelle puissance dans le game qui est là pour clairement rabattre les cartes. Parce que la situation aujourd'hui en Centrafrique ou même au Mali n'aurait pas pu être possible si la Russie n'était pas intervenue. Clairement, les dés ont été complètement rebattus. Donc c'est une présence qui déplaît fortement aux anciens partenaires, notamment les partenaires occidentaux, parce que la Russie vient être une alternative crédible dans plusieurs domaines, et surtout que la Russie vient pour avoir une politique différente de celle de l'Occident et différente de celle de la Chine. La Russie n'est pas là pour les matières premières, elle a un rôle totalement différent, et donc ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Maintenant, du point de vue africain, je pense que c'est une très bonne chose d'avoir un acteur en plus qui permet d'avoir le choix, simplement, d'avoir le choix des partenaires, d'avoir le choix des initiatives, d'avoir le choix des coopérations dans tel et tel autre domaine. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, beaucoup de nos pays sont extrêmement dépendants de l'Occident, à tel point que, un peu comme on peut le voir aujourd'hui avec la Russie et l'Europe, il suffit qu'ils ferment le robinet pour que nos pays soient en émeute. Dans beaucoup de nos pays, on mange du poulet qui vient de l'étranger, du poulet. C'est quand même catastrophique ça, on mange du poulet qui vient de l'étranger, de l'huile qui vient de l'étranger, du blé qui vient de l'étranger, des céréales basiques qui viennent de l'étranger, alors qu'on a parmi les terres les plus arables au monde. Donc aujourd'hui, on a donné clairement le pouvoir à d'autres États de nous faire du mal. J'aime souvent dire aux gens que si un pays comme la France veut faire mal à un pays en Afrique, ils n'ont pas besoin d'envoyer l'armée en fait. Il suffit qu'ils ferment les vannes alimentaires de plusieurs ressources et on a des émeutes en Afrique. Aussi simple que ça. Et ça, c'est très important pour les Africains de comprendre que peu importe le nouveau partenaire qui va venir, c'est là le bémol que je veux aussi faire avec la Russie, il ne faudrait bien évidemment pas que les Africains soient en position de perte de souveraineté comme on peut le voir aujourd'hui, de telle sorte que la Russie ne devienne pas un autre demi-dieu, quelqu'un à qui on va confier des pans entiers de nos pays et qui vont mettre la Russie dans une position de force extrême vis-à-vis de nos États. Aujourd'hui, on a le cas en Centrafrique et au Mali. Et j'espère que ces deux pays sauront tirer des leçons des erreurs commises avec les anciens partenaires pour ne pas se retrouver avec la Russie qui a un rôle ou une domination excessive dans sa relation vis-à-vis de ces pays-là. Donc oui, pour répondre de manière simple, la Russie dérange certains, mais elle est clairement salutaire et bienvenue pour d'autres. Mais Philippe, il se dit que les instructeurs russes pour les uns, les mercenaires russes pour les autres, commettent des exactions, des violations massives des droits de l'homme, ne tiennent pas compte de la sacralité de la vie en Afrique. Est-ce que c'est un discours que vous entendez, vous y croyez? Alors, c'est comme tout. Vous savez, en temps de guerre, s'il y a bien une chose qui est le plus difficile d'avoir, c'est la vérité. Ça, on le sait tous. Maintenant, de manière historique, je tiens toujours le même discours. Il faut regarder qui porte l'accusation. Et en termes d'exaction en Afrique, il est évident que les Occidentaux, de manière générale, ne peuvent pas donner de leçons. Et clairement, l'histoire, le passé de ces pays en Afrique ne permet pas de donner des leçons. Très récemment encore, on a eu des accusations en RDC sur plusieurs agents envoyés par les Nations Unies sur place qui étaient accusés d'exactions sur des femmes, de viol même. Après un large tollé, on a dit que des enquêtes devaient être ouvertes en France notamment, puisque des soldats français étaient impliqués dans les accusations. Et j'ai suivi cette affaire de près, parce que je voulais voir jusqu'où ça allait aller.
Et quelques mois après, dans le silence le plus absolu, on a eu un petit communiqué de l'AFP qui est sorti pour dire donc finalement, ils ont été disculpés, rien à voir, passez votre chemin. Donc non, alors bien évidemment, quand je tiens ce discours, je ne veux en aucun cas valider le fait que les Russes, notamment au travers de Wagner, puissent commettre quelconques exactions sur place. Je dis juste que, d'un, ils ne seraient pas les premiers, d'autres l'ont fait de manière avérée et en plus, malheureusement, il n'y a pas eu de conséquences. Maintenant, il est évident que ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure. C'est à nos États de prendre la responsabilité, quand on fait venir des personnes pour travailler avec nous, d'avoir des éléments de contrôle. C'est à nos États de s'assurer que Wagner ne devienne pas tout puissant. Parce qu'au fond, la mission de Wagner n'est pas de venir commettre des exactions en Afrique. Elle est de venir travailler pour pouvoir sécuriser des espaces. Et ceci, les pays dans lesquels elle vient intervenir doivent pouvoir s'assurer qu'ils ont les moyens de contrôle de ce qu'ils font. Et ça m'inquiète énormément, pour dire vrai, qu'en 2022, on en soit encore à ce genre de rumeurs. Parce que ça me rappelle malheureusement les épopées d'Elf en Afrique, notamment dans des épisodes dans lesquels on a des directeurs et des ministres qui nous disent que pendant longtemps, une société comme Elf pouvait extraire du pétrole en Afrique et personne ne savait combien elle extrayait de pétrole ni quelle quantité elle pouvait prendre. À la fin du mois, elle disait qu'elle n'avait rien extrait et qu'elle ne payait quasiment pas d'impôts. Si en 2022, on n'a pas appris de nos anciennes erreurs et qu'on n'est pas capable aujourd'hui de pouvoir surveiller d'un peu plus près ce qui se passe sur le continent, ça veut dire simplement qu'en Afrique, on est dans un éternel recommencement parce que, bien évidemment, tant qu'on n'apprend pas des erreurs du passé, il a tendance à se reproduire. Une dernière question, Philippe Simon. On sait la Russie est désormais en conflit avec l'Ukraine. La Russie parle d'opération militaire. De l'autre côté, on parle d'invasion. Quelle doit être la lecture des Africains de cette situation de conflit Ukraine-Russie? Est-ce que ce conflit va affaiblir les positions russes en Afrique? On va terminer avec cette question. Alors, deux questions en une. L'analyse que les Africains pourraient avoir, bien évidemment, je pense que ça va dépendre des sensibilités de tout un chacun. Mais je constate aussi que, de manière assez intéressante, la résolution de l'ONU qui consistait à condamner je ne sais pas si on va appeler l'invasion, l'attaque, l'opération militaire russe en Ukraine, n'a pas été unanime. C'est-à-dire qu'on a vu un peu de tout, des gens qui se sont abstenus, des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. Et c'était assez intéressant, finalement, de se rendre compte que même sur le continent africain, il n'y a pas une unanimité, finalement, dans le fait de porter la voix occidentale là-dessus, ce qui prouve qu'en Afrique, on n'est plus autant qu'on peut le penser dans une zone unanime. Il y a des pays qui commencent aujourd'hui à essayer d'avoir leur autonomie et de pouvoir l'exprimer. Maintenant, la Russie, il faut le dire, et c'est très important, n'a pas décidé de faire son retour en Afrique depuis les opérations Wagner. C'est très important de le dire. La Russie est dans une logique, depuis quelques années déjà maintenant, de recommencer à travailler avec l'Afrique. Les opérations Wagner ont peut-être été celles qui ont mis en avant la présence de la Russie et ont mis les projecteurs dessus. Mais Vladimir Poutine, par exemple, a fait des voyages en Afrique, il ne faut pas l'oublier. Il est allé au Maroc, il a rencontré plein de présidents africains pour pouvoir discuter avec eux. Il a même vu, je me rappelle, en 2019, Théodore Obiang, par exemple. Donc, il a rencontré plein de présidents. Et on a même eu, d'ailleurs, si vous vous rappelez, en 2019, à Sochi, un fameux sommet dans lequel la Russie a invité des présidents africains. Et donc, non, moi, la Russie est dans une logique long terme, qui consiste à revenir sur le continent africain pour travailler différemment, bien évidemment selon ses propres intérêts. Et je ne pense pas que l'issue du conflit russo-ukrainien puisse d'une quelconque manière changer la logique de la Russie qui consiste à revenir sur le continent. Maintenant, il est évident que ce conflit-là va impacter en termes d'attention, parce que clairement, le précédent foyer de tension se déroulait au niveau du Mali. Et aujourd'hui, plus personne ne parle du Mali. Tous les regards sont braqués sur l'actualité en Russie et en Ukraine. Mais aujourd'hui, la Russie continue d'avancer ses pions tranquillement en Afrique. Et puis, il ne faut pas l'oublier, c'est un grand pays, c'est une grande puissance qui, en déplaise à certains qui veulent nous faire croire que c'est un petit pays, c'est une grande puissance qui a les moyens de pouvoir travailler sur plusieurs fronts en même temps et appliquer ses stratégies. Donc non, moi je ne pense pas que le conflit en Ukraine va d'une quelconque manière freiner les ardeurs de la Russie en Afrique. Mais je tenais aussi à dire que je ne pense pas que la Russie est venue en Afrique avec pour but de contrecarrer la France ou d'embêter les Occidentaux. Non, la Russie est là dans une logique long terme qui consiste à
simplement renouer des liens, parce que ça on ne le dit peut-être pas, mais les liens entre la Russie et l'Afrique datent de très très longue date. Et suite à la perte de la guerre froide par l'Union soviétique, il y a eu effectivement une rupture. Mais depuis quelques années, la Russie a décidé de revenir en Afrique pour pouvoir travailler avec des Africains. Et l'issue de ce conflit, d'après mon analyse, ne va pas changer grand-chose aux intentions russes sur le continent. Merci. Philippe Simon, responsable dirigeant de Investir au pays. Merci infiniment d'avoir été en duplex avec nous de Paris en France. On se retrouve très prochainement pour d'autres discussions. Ceux qui voudraient bien le retrouver sur sa chaîne YouTube ou Facebook Investir au pays. Il donne de très bons conseils pour investir sur le continent. On y reviendra. Merci. La suite donc de notre forum maintenant avec les téléspectateurs qui peuvent adresser leurs questions au président du MLPC qui nous fait l'honneur de rester avec nous au plus 228 96 46 10 31 de Bangui ou de partout. Et ça commence d'ailleurs avec Nouakchott. C'est Ibrahim qui nous écrit de la Mauritanie. Plus 222 26 42 33. Plus 222 26 42 33. Bonjour Monsieur Bokwa et notre invité Martin Ziguélé. S'il vous plaît, j'aimerais que notre invité nous dise concrètement dans quelle opération les mercenaires Wagner ont commis des exactions sur les civils et quel est le but de cette opération. Ibrahim donc depuis la Mauritanie. Monsieur le Président. Oui, je vous remercie. Non, mais il suffit juste qu'ils prennent le rapport des Nations Unies qui ont été publiés en septembre puis en décembre de 2021. Faut-il faire foi au rapport des Nations Unies? Ah oui, c'est des... On sait que parfois ce sont des rapports orientés. Il y a les rapports des Nations Unies, mais il y a le rapport du gouvernement centrafricain. Je l'ai évoqué tantôt, et qui cite un rapport diligenté sous l'autorité du ministre centrafricain de la Justice, garde des Sceaux, qui est un magistrat de profession, et dont il a donné lui-même les résultats publiquement au cours d'une conférence de presse à Bangui. Les exactions sont documentées dans le nord-ouest du pays, dans le centre du pays, dans l'est du pays, etc. Et comment ça se passe en fait? Vous savez, c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire que les forces du côté du gouvernement combattent des groupes armés. Et ce n'est pas des fronts de bataille classiques où il y a deux armées identifiées. Les uns, c'est-à-dire les groupes armés, utilisent des techniques de guérilla contre les forces officielles, si vous voulez. Et le problème, c'est que les groupes, les gens de Wagner, ils ont d'abord un problème de connaissance du terrain parce qu'ils ne sont pas du pays, ce n'est pas les forces armées centrafricaines. Ils n'arrivent pas à faire la différence entre un simple paysan, un villageois et des éléments de groupes armés. À leur décharge, il faut dire que parfois, souvent, les éléments des groupes armés se fondent dans la population pour attaquer donc ces groupes-là. Et les représailles sont collectives. Les représailles sont collectives. Je ne vais pas citer une à une les exactions. Je vous en ai cité une qui s'est passée au mois de janvier à Aïgbado, à Ndélé. Et je le disais, votre compatriote Kodjo Agbessé, qui est représentant des responsables des droits de l'homme des Nations Unies, il est allé jusqu'à Bria sur les lieux pour dénoncer cette situation et demander que les enquêtes continuent et que les responsables soient sanctionnés. Donc, les exactions, c'est du domaine public. Ceci dit, il faut être clair. Je ne peux pas... j'ai entendu ce que notre frère Simon disait depuis Paris. Vous savez, lorsque vous dites qu'il y a eu des interventions militaires dans le passé et ça a causé des dégâts, donc si aujourd'hui ça cause des dégâts, il n'y a pas de problème. Mais c'est un discours qui consiste à dire également sur le plan économique, il y a toujours eu la corruption en Afrique, donc s'il y a des corruptions, il n'y a pas de problème. Il y a toujours eu des détournements, donc s'il y a des détournements, il n'y a pas de problème. Non, nous cherchons à améliorer les process. D'accord? Nous cherchons... il n'y aura jamais de situation où il y a zéro faute. Ouais, mais il faut que ce qui a été fait et qui est répréhensible au vu du droit le soit. C'est une question de principe. C'est une question de principe. Et les téléspectateurs, certains ne sont pas attendre avec vous. 98 0200, 98 0200. Notre invité a été Premier ministre centrafricain. À son temps, qu'est-ce qu'il a fait
pour améliorer la vie des Centrafricains et ses compatriotes. Il a participé à l'invitation des forces russes pour sauver la Centrafrique ou le Centrafrique. Et aujourd'hui, il veut nous dire quoi? Qu'il nous dise aujourd'hui, entre les forces russes et les groupes armés, qui a tué plus ou commis plus des actions. Mais ça relève du même registre et je vais tenter de répondre de manière rationnelle et civilisée. D'abord, quand j'étais Premier ministre, je précise que je venais de la Banque centrale, donc je connaissais très bien l'état de l'économie centrafricaine. Et on peut apprécier enfin, l'individu Ziguélé comme on veut, mais j'ai mené une opération de lutte contre la corruption qu'on appelait l'opération main propre à l'époque. On avait, pendant les 2 ans où je suis resté Premier ministre, je n'ai pas eu un seul centime d'aide extérieure, ni d'aide budgétaire de la France, ni du FMI, ni de la Banque mondiale. Je dis bien un seul centime. Et du fait uniquement de la lutte contre la corruption, j'ai payé 23 mois de salaire pendant les 23 mois et demi où je suis resté Premier ministre. À tel point que les chancelleries à Bangui enquêtaient auprès des banques pour savoir si j'endettais l'État pour payer les salaires. Mais ce n'était pas de l'endettement. Chaque fois que quelqu'un devait 1 centime à l'État, avec l'inspection générale des finances et l'inspection générale d'État, je recouvrais cela. Et des ministres de mon propre gouvernement, qui appartenaient à mon propre parti, ont été envoyés en prison pendant cette opération. Tous les Centrafricains le savent. Je le dis parce que nous avons démontré sur le terrain que la rigueur dans la gestion, la bonne gestion, ce qu'on appelle aujourd'hui la bonne gouvernance, c'est d'abord au bénéfice du pays. Ça, c'est de deux. Quand il dit que j'ai participé à l'arrivée des Russes, mais je pense qu'il faut bien écouter ce qu'on dit. J'ai dit qu'en tant que député, j'ai voté pour la ratification de l'accord de coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie. De la même manière, j'ai voté pour l'accord de coopération militaire entre la République centrafricaine et l'Angola. Mais c'est des accords entre États. Et lorsque l'État, en dehors ou en violation des dispositions du droit international, contracte ou s'entend avec des groupes de mercenaires pour travailler dans un pays, je dis non. Et si le monsieur qui pose la question est réellement un Centrafricain, je crois qu'il a condamné lui aussi l'arrivée des troupes de MLC, des Banyamulenge sous le régime MLPC. Et comment on peut condamner l'arrivée des Banyamulenge sous le régime MLPC et accepter aujourd'hui que des mercenaires, qu'ils s'appellent Wagner ou autres, viennent travailler dans le pays. C'est une question de cohérence. Donc je crois que mon vœu, si vous voulez, mon vœu c'est que la RCA arrive un jour à assurer sa sécurité sans avoir à faire appel à qui que ce soit. Parce que c'est ça un État. C'est ce que semble Parce nous qu'on dire. ne peut pas critiquer l'intervention française et accepter l'intervention russe. Oui. C'est comme on ne peut pas critiquer l'intervention russe et accepter l'intervention française. Moi, je suis centrafricain. Je plaide d'abord pour mon pays. C'est ce que Il faut semble- qu'on arrive au statut des pays comme l'Angola, comme Le Rwanda. le Rwanda, qui se défendent par eux-mêmes. C'est ça l'objectif. Ce n'est pas de tomber d'un colonisateur à l'autre, qu'il soit post-indépendance ou pré-indépendance. C'est ce que semble nous dire ce téléspectateur. 96 51 30 96 51 30, c'est Sana Sadjo. Bonjour Monsieur Ziguélé. Vous avez cité, et j'ai adoré dans vos propos, Max Weber qui affirme dans une conférence en 1919, l'État est cette communauté humaine qui à l'intérieur d'un territoire déterminé revendique pour elle-même et parvient à imposer le monopole de la violence physique légitime. À chaque fois que l'État partage ce monopole de la violence avec des individus non légitimes et légaux, le pouvoir de l'État s'affaisse et par conséquent l'État se déconstruit. Par de tels propos et autres développements, cela se sent que vous avez une conception républicaine du pouvoir et de la politique. Je suis séduit et je vous aurais voté si j'avais à le faire. Et encore qu'il fallait que je sois d'abord centrafricain. Hélas, pour moi, mais je vais me consoler autrement en me procurant une copie de votre ouvrage pour mieux comprendre la Centrafrique ou le Centrafrique. Comment faire pour l'avoir, votre ouvrage? Sana Sadjo. Je vous remercie. Mon ouvrage s'est publié aux éditions Dagan, mais il peut l'avoir à la FNAC. En commandant à la FNAC, il peut l'avoir. Donc, ça s'appelle Des crises à l'espérance, ma vision pour le Centrafrique.
c'est pas de la Centrafrique, c'est le Centrafrique. Parce que dans l'hymne du pays, on dit au Centrafrique, au berceau des Bantous, longtemps soumis, longtemps bref. Donc si c'était la Centrafrique, ce serait longtemps soumise. Et je vous informe que c'est Boganda lui-même qui a rédigé l'hymne. Donc dans sa tête, c'est le Centrafrique, c'est pas de la Centrafrique. Le centre de l'Afrique. Voilà. 90-15-90, 90-15-90. Bonjour Niwod, ce n'est pas le sentiment anti-français, mais comment faire pour libérer l'Afrique du néocolonialisme, la vraie indépendance étant économique et non politique? Mais la réponse, le roi Mohamed VI, c'est ceux qui ont participé à la conférence de Casablanca l'ont dit depuis 1962, c'est de créer les États-Unis d'Afrique. Kwame Nkrumah l'a dit avant. Si on avait un seul État en Afrique, les États-Unis d'Afrique, on ne serait plus dans ces errements. La vérité, c'est ça. C'est-à-dire, le problème de l'Afrique, quand je le dis, je ressemble à un rêveur ou à un utopiste, mais la solution des problèmes de l'Afrique, c'est l'unité politique du continent. Nous avons 54 États, 54 chefs d'État, 54 armées, 54 diplomaties, 54 économies, et combien de monnaies? Comment nous pouvons tenir face à des grands ensembles? Vous prenez la Russie, c'est 15 États. C'est une fédération. Vous prenez la Chine, c'est un continent. Vous prenez l'Inde, c'est un continent. Vous prenez les États-Unis, c'est un continent avec 50 États. Et vous avez en face 54 petits États, les uns plus faibles que les autres. L'avenir de l'Afrique, c'est l'unité. Les pères fondateurs en 1962, ils ont voulu qu'à Marrakech, à la Casablanca, la conférence Casablanca, Mohamed V, les Sékou Touré et autres, ils ont demandé la création immédiate des États-Unis d'Afrique. Si on l'avait fait, on n'en serait plus là. Oui. Nous en sommes à choisir entre nos anciens colonisateurs et nos nouveaux colonisateurs. Dans un cas comme dans l'autre, nous sommes dans le péché. 92 10 32, 92 10 32. Bonjour Niwod et à l'invité, c'est Jean qui nous écrit depuis Kara, Kara au nord du Togo. Je voudrais avoir son avis sur les prochaines élections présidentielles dans son pays. Pense-t-il que l'organisation de ces élections garantit un scrutin transparent qui puisse permettre à son parti, le MLPC, de remporter ces élections? Mais je vais répondre de la manière la plus simple et non polémiste. Pourquoi les élections en 93 et en 98 se sont bien passées en Centrafrique? Parce que c'était la formule de la commission électorale mixte indépendante. Ça veut dire qu'il y avait des experts indépendants et les représentants des partis politiques. Et ça s'est toujours très bien passé. Et à partir de 2005, lorsque Bozé a pris le pouvoir, il a décidé de revenir sur cette formule-là et de créer une commission électorale où il n'y a que des personnes, en fait, non responsables de la suite du film. Et depuis 2005, les élections sont truquées en Centrafrique. Je vais prendre un seul exemple et je m'arrête là-dessus. Je n'ai pas les résultats des suffrages que j'ai obtenus en 2020 lors des dernières élections parce qu'aucun de nos représentants dans les 4500 bureaux de vote en Centrafrique n'a reçu les PV des résultats. Je n'ai pas de résultats. On nous a dit à la télé que j'ai eu X%. C'est tout. Je n'ai pas les PV des résultats alors que le code électoral dit que si au sortir d'un bureau de vote, le représentant des candidats n'a pas le PV des résultats, on annule les résultats du bureau. Mais pourquoi vos représentants n'ont-ils pas eu les PV? Mais parce que la fraude était organisée de telle manière qu'on a refusé délibérément de donner. Et scandale, la Cour constitutionnelle qui a été saisie par un recours a dit que c'est à nous de prouver qu'on n'a pas reçu de PV. Alors qu'il y a une décharge qui devrait être signée par nos représentants s'ils avaient eu le PV. Où est la décharge? Il n'y a pas eu de décharge. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit à mon parti, on tourne la page. Parce que le jour viendra où les uns et les autres comprendront qu'un pays qui triche des élections est un pays qui ne peut pas avancer. Parce que tricher des élections, c'est de la malhonnêteté politique et intellectuelle. Et on ne peut pas attendre de la vertu et du progrès lorsqu'on s'installe dans la tricherie. Ouais, que faites-vous justement pour que les conditions soient meilleures lors de la prochaine élection présidentielle? Vous avez évoqué le dialogue, on va au dialogue, ce sera l'un des thèmes du dialogue. Mais un dialogue que vous avez longtemps boycotté Non, je n'ai pas boycotté. Mais l'opposition n'a pas voulu Je ne suis pas le diable. Non, pour vous dire les choses comme elles sont, nous avons envoyé nos représentants et ils étaient en train de préparer le dialogue. Et puis un beau matin, il y a une personnalité qui s'est levée qui a dit qu'il faut qu'on nous traduise devant le tribunal pour lever notre immunité parlementaire parce que nous serions complices de Bozé.
Mais quand vous voulez aller à un dialogue, vous ne mettez pas un couteau dans le dos pour poignarder votre compatriote. Et nous avons trouvé que tout cela était malsain et politiquement malhonnête. Et nous avons décidé de retirer nos représentants au dialogue en attendant que cette question soit clarifiée. Parce que c'était un dossier vide. Parce que c'était une manigance politique. Puisque moi, par exemple, je n'ai jamais rencontré Bozé ni à l'extérieur, ni au pays, ni ailleurs. Donc je ne peux pas savoir ce qu'il fait. Comment je peux être... Je n'ai aucun contact avec lui jusqu'au moment où je vous parle. Donc je ne peux pas... Quelqu'un ne peut pas dire que Ziguéré est complice de Bozé. Donc nous avons décidé de retirer nos représentants. Et maintenant, nous les avons remis à la disposition du comité préparatoire. Ils sont en train de faire le travail et le dialogue est en train d'être préparé. Et nous avons l'intention de discuter de tout ce qui fâche. Parce qu'un pays, c'est le débat. Un pays, pour que le pays avance, il faut se dire des vérités qui parfois font mal, mais qui permettent au pays d'avancer. 99 52 10 99 52 10 en ce qui concerne les militaires russes que l'invité appelle mercenaires présents en territoire centrafricain, est-ce que c'est votre gouvernement qui a signé le partenariat avec Wagner ou c'est avec l'État russe que le contrat a été signé? L'État russe a envoyé Wagner à la place des militaires Yao depuis Angoy. Non, je pense qu'il y a une confusion dans les esprits. J'étais en train de dire que la République centrafricaine a signé un accord militaire avec la Russie, la Fédération de Russie, un accord militaire, comme il en existe entre deux États. Et à la place des militaires russes, nous nous retrouvons devant des paramilitaires du groupe Wagner. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je pense que c'est le gouvernement qui s'expliquera là-dessus un jour. Ils nous diront comment ils sont passés d'un accord militaire avec un État, sujet de droit international, à un groupe de mercenaires, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'illégalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et en violation des engagements internationaux de la RCA, puisque nous avons signé la convention contre le mercenariat, contre l'utilisation des mercenaires sur le plan international. Donc, c'est une question de droit. C'est une question de droit. Donc, et je le répète, s'il faut que je le répète une millième fois, je vais le faire. Le MLPC et moi-même, nous ne sommes pas opposés à une coopération avec la Fédération de Russie et ses différentes composantes en tant qu'État. Monsieur Chamoussa depuis Sotoubois, 90 78 63, 90 78 63. Salut, merci pour l'émission, merci à vous également pour votre fidélité. Que pense notre Excellence sur la difficile unité des peuples d'un même village? Et il pense que c'est facile de créer l'Union africaine. Non, vous savez, c'est comme... Il y a une expression en Centrafrique qui dit que lorsque un enfant est jeune, si vous lui arrachez une dent, ça ne fait pas beaucoup mal. Mais lorsque la personne a atteint un âge très avancé, lorsque vous voulez lui arracher une dent, ça peut la tuer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut faire les choses en son temps. Et je le dis avec beaucoup de conviction. Si nous avions créé les États-Unis d'Afrique en 1962, au lieu de créer l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, qui est un syndicat d'État, une réunion d'État, une assemblée d'État, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Ça, c'est une conviction. Et ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. C'est parce que c'est difficile qu'il faut le faire, puisque le salut de l'Afrique, c'est là. Mais enfin, écoutez, ou bien on se raconte des histoires où on se dit la vérité. Il y a des pays en Afrique qui ne se développeront presque jamais. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose. Pour qu'un État sorte de la pauvreté, il faut qu'il investisse pendant 25 ans sans interruption. L'équivalent de 25% de son PIB. Sans interruption. Ça, on appelle ça en première année d'économie de développement. Pour sortir de la pauvreté. Il y a combien de pays en Afrique qui peuvent le faire? Il y a des pays qui ne mobilisent que 9% de la richesse nationale sous forme de recettes fiscales. L'aide étrangère fait 10 ou 12% du PIB. Ils en sont à 18% de dépenses publiques. Ils ne sortiront jamais du sous-développement. C'est une question mathématique.
C'est des principes élémentaires de l'économie de développement. Pourtant, si vous mettez les États africains ensemble, ils feront des prouesses. Puisque la quasi-totalité des matières premières qu'on utilise dans l'industrie, dans le monde, viennent d'Afrique. La jeunesse de la population, nous l'avons en Afrique. Les espaces pour les terres agricoles, monsieur, notre frère qui parlait d'Europe parlait d'agriculture. Comment se fait-il que dans un continent où il y a autant de terres cultivables, les gens importent des poulets congelés pour manger? On fait la guerre en Russie, dans le froid là-bas, et nous, on n'a plus de pain ici, de blé ici. C'est quand même des questions qu'il faut se poser. Est-ce que nous avons le choix? Est-ce que nous n'avons de choix que pour accepter la fatalité? Mais vous êtes bien placé pour répondre à cette question, ayant côtoyé le sommet de l'État. Moi, je suis un panafricaniste. Quels sont les goulots d'étranglement qui vous empêchent d'appliquer ce que vous dites là? C'est tout simplement les gens s'accrochent sur des prérogatives qui ne valent rien du tout. C'est l'égoïsme des États. C'est pas autre chose. Il n'y a aucune raison rationnelle qui empêche l'unité de l'Afrique. Moi, je suis un panafricaniste convaincu. Convaincu. Et je vais même plus loin, et je ne fais pas de la provocation. Si vous prenez les 54 États africains, si vous prenez les règles de fonctionnement de l'économie, il y en a peut-être 10 qui s'en sortiront. Les autres sont condamnés à vivre de l'aide ou bien d'expédients. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre choix? Il y a d'autres choix, mais ces choix-là imposent une volonté. La volonté de construire une Afrique politique, une Afrique unie. C'est possible. C'est possible. Makou, depuis Bafilo, vous demande ce que vous êtes venu chercher à Lomé. 93 21 50, 93 21 50. Qu'est-ce que vous êtes venu faire à Lomé, si ce n'est pas indiscret? Hein? Ben, moi, le Togo, c'est mon pays. J'ai vécu 12 ans au Togo de 1988 à 1999, fin 99. J'étais fonctionnaire à la SICARE, qui est une compagnie de réassurance. Là, je suis venu à Lomé parce que j'ai accompagné le corps d'un compatriote de parents togolais, mais né en Centrafrique, qui est centrafricain, qui est décédé. Et j'ai accompagné le corps pour l'enterrement qui a eu lieu hier. Donc, c'est pour des raisons privées. Et puis, j'ai le droit de venir au Togo. Je suis en Afrique. Et le Togo, c'est chez moi. Merci. 92 49 10, 92 49 10. Rémi de Novici. Pensez-vous que si l'Afrique se débarrasse de ses colons, l'Afrique peut survivre? Aurions-nous les moyens matériels, économiques nécessaires pour survivre? Mais l'Afrique n'a pas existé depuis le 19e siècle. L'Afrique a existé avant. Comment nos aïeux faisaient pour vivre? Non, aujourd'hui, le problème c'est que nous devons savoir quelles sont les priorités pour l'Afrique. Qu'est-ce qui est important pour nous et qu'est-ce qui est superfétatoire. Il ne s'agit pas pour l'Afrique de se couper du monde, mais il ne faut pas sortir d'une dépendance politique pour entrer dans une autre dépendance politique. C'est ce que nos anciens ont voulu faire en créant le mouvement des non-alignés en 1955 à Bandung, en Indonésie, avec les Nehru, etc. Les Gamal Abdel Nasser, Mohamed V, pour ne pas le citer encore, ils ont voulu porter le mouvement non-aligné comme alternative à l'existence des deux blocs pour s'affirmer. Mais sur le plan africain, je le redis encore, la solution, c'est l'unité de l'Afrique. 93, ils sont très nombreux à vouloir vous poser des questions. On va prendre encore une question et conclure notre émission. 93 48 82, 93 48 82. Bonjour, depuis 10 ans, la France n'a pas pu stabiliser le Centrafrique et aujourd'hui, vous nous parlez de mercenaires. Or, ce sont eux qui ont pu stabiliser le Centrafrique que vous préconisez de diriger. Joël. Non, mais c'est toujours la même chose. Je vais applaudir des deux mains le jour où le Centrafrique sera stabilisé par des militaires centrafricains. C'est ça ma réponse. Mais pour le moment, les FACA n'ont pas seuls les moyens de faire cette stabilisation. Oh, les FACA n'avaient pas les moyens pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas revenir parce que ça va nous relancer encore
dans l'émission, mais je pense que la responsabilité des autorités élues de mon pays, c'est de faire en sorte que nous ayons des forces armées, des forces de défense et de sécurité qui garantissent l'intégrité du territoire centrafricain et la souveraineté de notre pays. C'est un objectif politique. Et comme disait le président Patassé, et je m'arrête là-dessus, c'est un impératif catégorique. Vous, président de Centrafrique, Martin Ziguélé, allez-vous continuer par coopérer avec les Russes ou vous allez faire revenir les Français? Mais je vous ai dit que la position du MLPC, ma position personnelle, nous étions à l'Assemblée, nous avons soutenu l'accord de défense avec la Russie comme avec l'Angola. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons coopérer avec tous les États qui souhaitent travailler avec notre pays. Mais la France ne souhaite pas que votre pays coopère avec la Russie. Je ne suis pas français, je ne réponds pas à vous m'avez posé la question en tant que centrafricain. Donc je coopère avec tous les États qui voudront coopérer avec la RCA. N'en déplaise je n'ai à la pas France. Non, mais la France n'a rien à voir avec les relations extérieures de la RCA. La RCA ne choisit pas les alliés de la France, donc la France ne choisit pas les alliés de la RCA. Moi, si je suis président de la République centrafricaine, je construis des relations avec tous les pays, y compris la France, qui veulent coopérer avec la RCA, y compris avec la Russie, y compris avec la Chine, y compris avec l'Ouzbékistan, c'est-à-dire tous les pays qui veulent coopérer avec la République centrafricaine en respectant notre souveraineté, en respectant notre indépendance et dans un esprit de coopération pour l'intérêt de nos deux pays, je suis partant. Donc, je n'ai pas de fil au pied. Je vous dis, je ne suis pas français, parce que j'ai entendu beaucoup de gens dire que je suis de nationalité française. Non, je n'ai pas de nationalité française. Je suis centrafricain. Je n'ai aucune autre nationalité que la nationalité centrafricaine. Même pas la togonaise. Et je n'ai pas de résidence en dehors de la RCA. Donc, je suis vraiment un homme libre. Je suis un militant politique de gauche, socialiste. Je suis panafricaniste, je suis pour l'unité de l'Afrique. Et je poserai toujours mes pieds dans le plat pour dire que lorsqu'on est indépendant, c'est comme on dit chez nous, vous voyez le ver de terre. Lorsqu'il sort de terre, son sort c'est la mort. Il ne revient plus dans le trou de ver de terre. C'est comme un homme, comme un pays. Lorsque vous accédez à la souveraineté internationale, il faut choisir les dirigeants et avoir les dirigeants qui sont capables de garantir en tout moment la sécurité de votre pays et l'indépendance de votre pays. Et arbitrer en faveur du pays selon les intérêts de votre pays. Parce que ce soit la Russie, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Chine, ces pays sont guidés par leurs intérêts et ils ont raison. Et c'est à nous d'être guidés par les nôtres. Emmanuel Delomé, 98, 89, 92, 98, 89, 92. Si vous devenez président du RCA, comment feriez-vous pour que l'Union africaine soit une réalité? Mais moi, comme je vous ai dit, je suis panafricaniste. Moi, je pense que l'Union africaine, ou sous son ancienne formule, l'organisation de l'unité africaine, ça fait quoi? Ça fait 60 ans que ça tourne. Et nous voyons que nous n'arrivons pas vers l'objectif de l'unité politique de l'Afrique. Moi, mon objectif, c'est l'unité politique de l'Afrique. Et d'ailleurs, et je vais peut-être finir là-dessus, est-ce que vous ne trouvez pas curieux que dans les universités, les écoles, les collèges, etc. en Afrique, il n'y ait pas de discipline sur l'unité de l'Afrique? Il n'y ait pas de cours, de curriculum, où on enseigne aux Africains ce que c'est que l'Afrique, c'est-à-dire les 54 États d'Afrique, leur potentiel, leur situation, leurs possibilités, leur potentialité, leur opportunité. Vous ne trouvez pas ça curieux? Que ni à l'école primaire, ni au secondaire, ni au supérieur, il n'y ait pas de curricula sur l'Afrique à destination des jeunes Africains. Qu'est-ce que nous sommes en train de créer? Nous sommes en train de créer un monstre. Il n'en a pas pour le moment. Nous avons la Scandinavie. Monsieur Ziguélé, nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Il y a un téléspectateur qui souhaite avoir rapidement votre avis sur la situation du Mali, les sanctions contre... Non, vous savez, le Mali, c'est comme le Togo, c'est comme le Tchad, c'est comme la RCA, c'est comme le Cameroun. Le Mali, c'est un pays qui me tient à cœur. J'ai beaucoup d'amis et de frères maliens. Et le Mali a connu une histoire un peu difficile, comme la RCA aussi. Et naturellement, je ne peux pas applaudir des sanctions contre un pays africain. Parce que derrière les sanctions, il y a des hommes et des femmes qui souffrent. Mais je crois
Et je pense, si mes informations sont bonnes, que les autorités maliennes sont en train de chercher à réfléchir vers une sortie. Parce qu'il y a un point sur lequel je ne tergiverse pas. La souveraineté appartient au peuple. Je n'applaudirai jamais un coup d'État. Jamais. La souveraineté appartient au peuple. Un carteron d'officiers, quel que soit leur patriotisme et leur engagement patriotique, ne peuvent pas se substituer à la volonté populaire. Il faut que la parole revienne au peuple malien pour le choix de cette dirigeant. Selon un calendrier qui est compatible avec leurs propres aspirations. C'est la décision des Maliens avec le concours des pays frères de la CEDEAO. C'est tout ce que je peux dire. Vous avez coupé la poire en deux. Merci, Monsieur le Président, d'être passé chez nous. Nous souhaitons bon retour à Bangui. Merci beaucoup. Et surtout, bonne chance pour les prochaines élections. Vous serez candidat encore? L'avenir appartient à Dieu. Vous avez été candidat déjà 4 fois à la tête du parti. L'avenir appartient à Dieu. Je suis militant d'un parti et c'est le parti qui choisit son candidat. Vous n'êtes pas le candidat naturel du MLPC aujourd'hui? Non, il n'y a pas de candidat naturel au MLPC. Il y a même un article des statuts du MLPC qui dit que le président du parti n'est pas automatiquement son candidat à l'élection présidentielle. C'est pour ça que je vous disais depuis le départ que le MLPC est un modèle de démocratie. Oui, est-ce que vous avez envie d'être candidat, surtout après les 2 mandats de Faustin Archange Touadéra? Je peux avoir envie, mais comme l'avenir appartient à Dieu, attendons. Est-ce que les jeux seront ouverts après Touadéra? 4 ans, ce n'est pas 4 jours, ce n'est pas 4 heures. Attendons. Le moment viendra, le parti se décidera. Merci. C'est moi qui vous remercie. Martin Zéguélé. Merci, c'est moi qui vous remercie. Et nous arrivons à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Nous remercions également l'équipe technique, Gildas Jama-Jaco, à la réalisation, Sylvain Tata Adjibli, aux réseaux sociaux, Rebecca Vessou, à la caméra. Merci à tous et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.